Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois un très très bon joueur d'échecs, en l'occurrence Jacques Massé. Probablement que certains d'entre vous le connaissent si vous suivez YouTube et les chaînes YouTube d'échecs, puisque Jacques a sa propre chaîne et où notamment il analyse ses propres parties. Mais je vais lui laisser la parole tout de suite, puisque j'aimerais que ce soit toi qui puisse te présenter, Jacques. Merci Jérémy, bonjour tout le monde. Alors je me présente, je m'appelle Jacques Masset, je suis initiateur, animateur, entraîneur national de la Fédération française des échecs, mais également instructeur scolaire international de la Fédération internationale des échecs. Je suis D'accord. actuellement classé 2014 FIDE avec un pic à 2152 il y a déjà quelques années. Est-ce que tu peux nous parler un peu très, très rapidement de ton travail de coach? Comment ça se passe? Est-ce que tu es plus sur des jeunes ou c'est quoi les profils de personnes que tu coaches? Oui, bien sûr. Alors, j'interviens en milieu scolaire sur le temps scolaire et à la pause méridienne. J'interviens également en club auprès de différents publics. Généralement, il s'agit d'un public de débutants, faux débutants, également à un niveau intermédiaire aussi bien pour des adultes que pour des enfants. Et j'accompagne également des joueurs plus expérimentés qui font de la compétition. Donc on est vraiment sur un accompagnement et un coaching compétitif. Mais ça représente une part marginale de mon activité. Le public cible reste majoritairement des faux débutants jusqu'à intermédiaires. Ok, d'accord, très bien. Alors, évidemment, j'ai préparé quelques questions autour des échecs. L'idée, évidemment, de s'adresser à des joueurs vraiment débutants. Cette chaîne, c'est le cas jusque 1000 Elo en référence chess.com. C'est important de préciser, hein, parce que l'Elo feed, l'Elo chess.com ou l'Elo Lichess, c'est pas la même chose. Donc ici, Effectivement. quand je parle d'Elo, c'est 1000 Elo référence chess.com au format rapide. Donc 10 minutes, 15 minutes. Ou un peu plus, jusque 30 minutes, je pense, les références sur Chess. Première question, j'aimerais que tu me dises, tiens, est-ce que tu te souviens de ta première partie d'échecs et quelque part, qu'est-ce qui t'a accroché dans le jeu? Ah, c'est une bonne question. Alors, je ne me souviens pas proprement parler de ma première partie d'échecs, mais je me souviens du contexte. Mhm. C'était avec mon père, qui était un joueur d'échecs d'un niveau tout à fait correct au regard du classement FIDE. Il était aux alentours de 1500. C'est lui qui m'a transmis l'amour du jeu d'échecs quand j'avais 7 ans. Donc j'ai commencé à apprendre à jouer avec lui. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le battre avant un petit moment, pour le coup. Et je me souviens aussi de ma première partie gagnée. D'accord. Là, pour le coup, il faut revenir un petit peu en arrière, hein. J'ai donc appris à jouer à l'âge de 7 ans, mais je n'ai gagné ma première partie qu'à 10 ans. D'accord. Tu veux dire ta première partie officielle ou Première partie première gagnée tout partie? court. Que ce soit une partie amicale ou une partie officielle, en l'occurrence, c'était une partie officielle, mais c'était ma toute première partie gagnée. Ok. Et qu'est-ce que ça t'a fait? Tu te souviens encore de ce moment, j'imagine? Alors, je me souviens effectivement des circonstances qui ont fait que j'ai gagné cette partie. C'était dans le cadre d'une compétition interclub, ou plutôt interclub jeune, où des jeunes débutants s'affrontaient par catégorie d'âge. Et j'ai réussi à gagner cette partie grâce à une technique qu'on appelle la fourchette. C'était une fourchette de cavalier. Et je me souviens, j'avais une très grande fierté, non seulement d'avoir gagné cette partie, mais surtout d'avoir pu utiliser une tactique qui est reconnue maintenant comme étant élémentaire, mais difficile à voir sur l'échiquier lorsqu'on n'a pas l'habitude. Alors, quand tu regardes un peu en arrière, là maintenant, évidemment, on est loin de ta première partie gagnée à tes 10 ans. Quand tu regardes un peu tout ton historique, ton passé, ta progression, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, quelque chose que tu aurais aimé savoir quand tu as débuté les échecs et que tu l'as appris plus tard, on va dire. Quelque chose qui t'aurait, d'après toi, vraiment donné un boost si tu l'avais su plus tôt. Alors, ce que j'aurais aimé que l'on me dise plus tôt, c'est que pour gagner, il faut savoir perdre.
C'est une phrase peut-être un petit peu philosophique ou empoulée, mais très clairement, j'ai commis l'erreur d'apprendre des ouvertures par cœur, d'apprendre des lignes par cœur. En dessous d'un certain niveau, ça n'a pas vraiment d'utilité. Et j'aurais aimé que l'on me dise aussi d'apprendre à analyser mes parties, surtout les parties perdues. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas quand j'étais jeune. Je n'avais pas forcément la passion des échecs. Ça s'est développé par la suite. Et c'est un conseil que je pourrais donner à tous les élèves débutants ou faux débutants. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des ouvertures par cœur. Vous devez juste apprendre des concepts plutôt simples et vous concentrer et vous devez aussi analyser vos parties. Ce sont des choses que j'aurais aimé que l'on me dise plus tôt. Ok, alors c'est intéressant parce que généralement, effectivement, les débutants aiment bien aller dans la théorie parce que ça les rassure, parce qu'ils ont l'impression qu'en connaissant les coups théoriques, ils vont pas se faire avoir. Mais on voit effectivement que c'est pas aussi simple que ça, notamment parce que assez rapidement, notre adversaire, qui a souvent notre propre niveau, ne connaît pas forcément la théorie, donc fait des coups hors théorie, se retrouve un peu perdu. Effectivement. Euh, alors, c'est intéressant ce que tu dis. D'abord, je voulais rebondir sur savoir perdre. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, savoir perdre? Et après, on va peut-être parler aussi de comment est-ce qu'on analyse une partie, notamment quand on est tout seul et qu'on veut progresser. Mais d'abord, sur le savoir perdre, qu'est-ce que ça signifie pour toi et pourquoi c'est si important d'apprendre à perdre en fait aux échecs? Alors, savoir perdre, c'est surtout accepter la défaite, accepter que l'on ne peut pas toujours gagner et accepter le fait qu'on peut toujours trouver plus fort que soi. C'est même encourageant, j'ai envie de dire, d'affronter quelqu'un qui est soit réellement plus fort que soi ou plus fort sur le papier uniquement. Et il y a un grand joueur du passé qui disait, on apprend beaucoup plus d'une seule partie perdue que de 100 parties gagnées. Comment on peut apprendre d'une seule partie perdue? Toi, tu te rappelles d'un exemple où tu as, en tête une partie que tu as perdue et qui t'a vraiment appris tellement de choses qui t'ont permis ensuite de progresser? Alors oui, il y a beaucoup de parties qui me reviennent en mémoire et qui m'ont permis de progresser, mais là pour le coup, j'étais déjà un joueur de compétition. Mhm. Pour donner un exemple sans rentrer trop dans le détail, il y a une partie que j'ai jouée notamment contre Pauline Guichard, qui à l'époque était maître internationale féminine et qui maintenant est devenue grand maître international, il me semble. Je l'avais affronté dans le cadre d'un Open international à Vendeuvre-les-Nancy, où j'étais l'antépénultième elo, alors que j'étais déjà 1900. C'est dire à quel point le niveau était très relevé. La partie était très intéressante, mais je me suis retrouvé dans quelque chose que je ne savais pas jouer. Très clairement, je le dis, je ne savais pas jouer la finale. Et j'ai réussi à sauver le match nul, mais je pouvais aller plus loin. Et comment dire, j'ai eu une certaine frustration. Je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas réussi à gagner. Pour moi, c'était comme une défaite. Et en fait, c'était très simple. J'avais accordé beaucoup trop d'importance à la théorie, des ouvertures, même si ça peut être utile, mais j'avais apporté beaucoup trop d'importance à la théorie et pas suffisamment à la technique qui repose donc certes sur un apprentissage peut-être un peu scolaire au départ, mais qui repose aussi sur le flair, l'instinct et sur des éléments simples. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, le flair, l'instinct, la technique des éléments simples? Est-ce que tu peux être plus précis? Bien sûr. Alors pour comprendre ce qu'est la technique, il faut d'abord parler de ce qu'est la tactique et la stratégie. Je vais essayer de simplifier au maximum. Mhm. La tactique, c'est l'art de savoir quoi faire quand il y a quelque chose à faire, des combinaisons tactiques par exemple. La stratégie, c'est l'art de savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire, donc en l'occurrence des manœuvres, des positionnements, la mise en place d'une structure de pion. Et la technique, c'est tout simplement des règles à appliquer presque par cœur et l'instinct est lié à l'expérience. On ne peut pas avoir un instinct développé, à mon sens, si on ne joue pas. D'accord. Alors, deux choses là-dessus. Tu as parlé de technique et d'instinct. D'abord, la technique, tu dis, c'est des choses, des règles à suivre, c'est ça? Tu peux en dire plus? Oui, bien entendu, il y a par exemple une règle très simple que je vais communiquer à tous les auditeurs, la hiérarchie de placement des tours en finale. Intéressant, c'est-à-dire. Alors, c'est une règle et également un guide. En finale, on ne sait pas nécessairement où placer la tour, comment placer la tour, comment l'utiliser. Et beaucoup de personnes
calcule pendant assez longtemps. Ah oui, mais si je place la tour à tel endroit, il risque de faire ceci, il risque de faire cela, on s'y perd. Et moi, je conseille par exemple de placer la tour, si possible, toujours derrière le pion, que ce soit un pion ami ou un pion ennemi, que ce soit un pion ami pour soutenir son avancée ou un pion ennemi pour le surveiller à distance. Ensuite, de placer la tour devant le pion si on est dans l'incapacité de le placer derrière, pour pouvoir le surveiller et le bloquer physiquement. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est quelque chose que l'on peut faire. Et en dernier recours, surveiller le pion ou protéger le pion que l'on souhaite avancer en plaçant la tour sur une rangée. Ça ne nécessite pas de calcul, mais ça peut nous aider à trouver des plans et à gagner du temps et de l'énergie. Tu as aussi parlé d'instinct. Alors tu dis l'instinct, ça s'acquiert avec l'expérience. Tu peux un peu parler plus, c'est quoi l'instinct aux échecs? C'est... Alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier. L'instinct, c'est le fait de sentir quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose à faire, mais pour sentir quelque chose, encore faut-il l'avoir travaillé, l'avoir vu, l'avoir joué. Je précise qu'on peut avoir un instinct qui est développé par l'expérience de l'étude. On peut avoir vu une partie, mais ne pas l'avoir jouée. Ça veut dire que, par exemple, tu conseilles, comme certains, d'analyser des parties de grands maîtres pour justement un peu découvrir, sans forcément avoir l'expérience des parties, mais en étudiant certaines parties de grands maîtres ou des schémas tactiques ou des schémas positionnels, ça peut aider à un moment donné de se dire, ben, en fait, j'ai déjà vu ce schéma, a priori, il faut aller dans ce sens-là et j'y vais à l'instinct. Effectivement, je conseille d'étudier les parties du passé, mais également les parties récentes. Mais je tiens à préciser que l'étude des parties, à mon sens, et là je fais partie de la vieille école, l'étude des parties est beaucoup plus intéressante et efficiente si on n'utilise pas l'ordinateur. D'accord. Et du coup, c'est facile de le faire tout seul ou il vaut mieux se faire accompagner pour étudier, imaginons, une partie de grands maîtres d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, en tant que débutant, comprendre vraiment et analyser et étudier une partie sans l'aide d'une personne et C'est sans l'aide assez de difficile. l'ordinateur? C'est assez difficile. C'est pour ça qu'il y a des sparring partners et des coachs qui sont adaptés à tous les niveaux, hein. Il y a des coachs qui sont vraiment pour les débutants, les grands débutants, les intermédiaires. Peu importe le niveau, je conseille d'être accompagné. Tu as aussi parlé de l'importance de pouvoir analyser tes parties. Tu as dit, bah, c'est quelque chose que j'aurais pu quand même apprendre plus tôt, ça m'aurait permis peut-être de progresser plus vite au début, etc. Alors, si je suis débutant, 500, 600 Elo, j'ai commencé à jouer un peu comme ça sur le tas par moi-même, mais je suis un peu bloqué. Comment est-ce que je dois faire pour analyser une partie à moi et d'aller à l'essentiel? Et si tu te mets au niveau 500, entre 500 et 700 Elo, chess.com, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, pour analyser une partie, on va partir du postulat que c'est une partie perdue. Oui, Voilà, parce qu'on apprend toujours plus d'une partie perdue. On est quoi, 500, 700 Hello Chess.com. Je conseille d'analyser l'ouverture non pas via le prisme de la théorie, parce que la théorie rassemble un ensemble de coups référencés, c'est pas toujours des bons coups. Je conseillerais de regarder l'ouverture sous le prisme des règles d'or et de la construction d'une structure saine. alors, quelles Pas sont de les théorie. règles d'or et la construction saine, alors d'une structure Très saine? bien. Alors les règles d'or sont très simples. Elles sont au nombre de trois. Pour bien respecter les règles d'or, il faut essayer de jouer au centre. C'est simple, c'est basique. Mais jouer au centre, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Jouer au centre, c'est soit occuper les cases centrales qui représentent donc le fameux carré magique, soit les contrôler à distance, notamment avec des pions. C'est pour ça que l'on conseille aux débutants de démarrer la partie par E4 ou par D4, parce que ça occupe directement le centre. La deuxième des règles d'or consiste à développer les pièces mineures, qu'on appelle aussi pièces légères, donc cavalier et fou, si possible vers le centre. Et j'insiste sur le si possible, parce qu'il y a aussi une question d'adaptabilité. Si on est dans l'incapacité de développer un cavalier sur sa case naturelle de développement parce que la case est contestée, dans ce cas, on peut envisager un développement différent. Par exemple, un cavalier rampant sur la deuxième rangée ou un cavalier qui va exceptionnellement aller sur le bord pour pouvoir mieux se recycler vers le centre. Ne
Voilà, ne pas tenir compte de la règle cavalier au bord, cavalier mort. Ce n'est pas parce que le cavalier est au bord qu'il est définitivement mort. On peut le tolérer s'il y a un recyclage, mais vers le centre. D'accord. Même chose pour l'utilisation du fianchetto. Si on est dans l'incapacité de développer les fous sur leur case naturelle, par exemple en C4 ou en C5, peut-être envisager un fianchetto. Et la dernière des règles d'or, à mon avis la plus importante, c'est la protection du roi et son point faible. Et son point faible, c'est-à-dire? Le point faible est très facile à repérer. C'est le seul pion à n'être protégé que par le roi en début de partie. J'imagine que tu parles du pion F. Tout à fait, F pour faible. F pour faible. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce pion F? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Éviter de le jouer trop tôt dans la partie. En effet, si on le joue un petit peu trop tôt, il y a un affaiblissement structurel et surtout un affaiblissement d'une petite diagonale. Je vais prendre le cas de la poussée du pion F2, ça affaiblirait la diagonale E1H4. Pour éviter cet affaiblissement, il faut respecter les deux premières règles d'or. Donc par exemple, je vais donner un exemple très simple, on va faire un D4, E3, ça crée une chaîne de pions qui est saine. Cavalier F3, développement d'une pièce mineure devant le point faible, ce qui empêche diverses pièces noires de venir. Et ensuite, après le développement du fou de case blanche, donc par exemple le fou F1 en D3, faire le petit roc. Le petit roc, qui n'est pas obligatoire, est un outil très important que l'on peut utiliser pour protéger le roi. Avec simplement l'utilisation de ces règles d'or, on peut sortir de l'ouverture avec une position à minima correcte. Ok. Donc, les trois règles d'or, c'est quelque part ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui les grands principes de l'ouverture. Tout à fait. Développer les pièces, occuper le centre et mettre son roi à l'abri. Tu as quand même dit que le roc n'était pas forcément obligatoire. Est-ce que pour un débutant, avant Milelo, tu recommandes quand même le roc ou pas forcément? Alors, je vais donner un conseil que m'avait donné un fort joueur à l'époque. Ne roquez que si vous n'avez rien d'autre à faire. Ah oui, quand même. En d'autres termes, le roc est utile, ça serait bête de ne pas l'utiliser, mais peut-être qu'il y a plus intéressant. Peut-être qu'on peut créer une attaque, peut-être qu'on peut améliorer le placement de nos pièces. Le roc est utile, il va falloir le faire. Mais le roc n'est pas une finalité en soi. Mais quand tu dis, il va quand même falloir le faire, c'est-à-dire que tu recommandes pour les débutants de le faire à quel moment? Est-ce qu'il y a une limite en termes de coups, genre rocker absolument avant tel ou tel coup? Je dirais après avoir développé les au moins trois pièces mineures. Ok, pas forcément avant donc. Ça peut se faire avant, mais il ne faut pas stresser si on ne le fait pas avant. Et par contre, la limite, c'est quoi? On peut quand même, est-ce qu'on peut se dire rocker après le 15e coup, au 15e coup, ça va encore? Pour un C'est tout. débutant, toujours. Oui, toujours dans le cadre d'un débutant, c'est possible. C'est possible. Il y a même des parties où on n'a pas besoin de roquer. Je vais pas prendre en exemple mes propres parties, mais en général, roquer vers le 10e, 12e coup, c'est bien. Ok. Ben, ça donne déjà bien beaucoup de bonnes idées, je trouve, pour les joueurs comme ça qui se cherchent à améliorer un peu leur début de partie, surtout. D'autres conseils en termes d'analyse, tu as parlé des règles d'or et puis alors ah oui, tu as parlé quand même des structures de pions. Tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas aborder toutes les structures de pions parce qu'elles sont Non, assez bien sûr. nombreuses, mais par exemple, essayer de créer ce que j'appelle un doigt. Un doigt. Ah, c'est-à-dire. Alors, si on prend une chaîne de pions engagée, par exemple, F2, E3, D4. Oui. Si on part du principe que la base de la chaîne de pions engagée, c'est F2, et la tête de la chaîne de pions, c'est D4, ça peut représenter comme un doigt nous indiquant où on doit attaquer. D'accord. Ok. Donc, par C'est exemple, les chaînes de pions indiquent l'endroit où jouer, quoi. voilà, exactement. Avec cette chaîne de pions, donc F2, E3, D4, les blancs peuvent attaquer à l'aile dame. Allez, le dame. Ok. C'est ce Il- que tu voulais dire par structure saine de pions, en C'est gros? une structure saine qui peut vous aider à rechercher un endroit où attaquer ou défendre également. Je peux vous donner le nom de ma structure de pion préférée, Oui. celle que j'aime beaucoup travailler, que j'aime beaucoup enseigner. C'est la structure Capablanca, du nom de l'ancien champion du monde José Raúl Capablanca. Alors, la structure Capablanca, grossièrement, et là je vais parler uniquement de la structure côté noir, Mhm. c'est
A7, B7, C6, E6, F7, G7, H7, avec quelques variations de ce côté-là. C'est une structure que l'on retrouve majoritairement dans les Caro-Cannes et les Scandinaves, et également les Slaves. Et ça, c'est une structure qui n'occupe pas forcément le centre, puisque si j'ai bien entendu, il n'y a aucun pion sur la cinquième rangée, par exemple. Exactement. Ok, donc ça, c'est plutôt un jeu plus positionnel quelque part, C'est un jeu plus positionnel, plus lent également, mais euh, solide défensivement, j'imagine. extrêmement solide d'un point de vue défensif. Ok, moi je suis joueur de Caro-Kann, donc je ne peux que valider cette idée-là. En tout cas, je sens bien que depuis que je joue la Caro-Kann, c'est beaucoup plus. Enfin, défensivement, c'est plus. Voilà, on se sent solide dans sa position. Effectivement, c'est tout à fait intéressant. Ok, alors pour revenir un peu à toi, est-ce que tu peux te souvenir du plus grand déclic que tu as eu dans ta carrière de joueur en termes de progression? Quel est le truc qui a vraiment provoqué chez toi un déclic qui t'a complètement enfin, donné, boosté, quoi? Voilà, il y a eu plusieurs déclics en fait, mais vraiment je dirais qu'il y en a deux qui sont prioritaires. Le premier, c'est quand j'ai gagné un tournoi jeune à Saint-Junien, c'était dans le 87, il me semble, un tournoi jeune où j'étais pas très très fort, j'étais aux alentours de 1200 à peu près, 1200, 1300. J'ai gagné mon premier tournoi jeune et là, ça m'a encouragé à travailler. Et le deuxième déclic, là pour le coup, j'ai gagné le tournoi, un petit tournoi international à Toulouse. J'avais 16 ou 17 ans. J'étais classé aux alentours de 1700 et j'ai gagné le tournoi. Je me souviens plus de l'année exactement, mais je pourrais retrouver la grille américaine éventuellement. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ces victoires-là dans ces tournois? Alors, bien entendu, une euphorie. J'étais particulièrement heureux de gagner ces tournois, mais je me suis dit, si j'arrive à gagner ces parties-là, peut-être que je peux gagner d'autres parties. Mhm. Mais pour gagner, encore une fois, encore faut-il travailler. Mhm. D'accord, très bien. Et du coup, ça t'a quelque part boosté pour aller plus loin et aller plus dans le travail et dans l'effort et progresser encore, devenir encore meilleur que ce que tu n'étais à l'époque, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, d'après toi, quelle est la plus grande idée fausse que les joueurs débutants se font sur la progression? Pour progresser, il faut apprendre les ouvertures. Pour moi, c'est une idée fausse. Et du coup, les ouvertures, tu les apprendras à partir de quand? Quand tu parles des ouvertures, c'est la théorie des ouvertures, j'imagine. C'est à Tout à partir de fait. quand qu'on apprend ça, selon toi? Alors, je pense que ça s'apprend en termes de niveau, encore une fois, au niveau de Ouais, Chesscom, pas en dessous de 1000. pas en dessous de Vraiment 1000. pas en Ouais. dessous. Ok. Et ça, c'est un élément qui, d'après toi, bloque beaucoup les débutants, c'est d'apprendre trop vite les ouvertures, Oui. la théorie des Apprendre les ouvertures. principes d'ouverture, ça c'est bien, mais Ouais. apprendre la théorie par cœur, à mon sens, n'a pas d'utilité à ce niveau-là. Ok. C'est vrai que c'est quelque chose, un élément qu'on entend très souvent. Et moi, quand j'observe un peu, bon, moi je suis spécialisé sur les joueurs vraiment en dessous de, même en dessous de 800 Elo, et je remarque beaucoup et je communique beaucoup avec des joueurs comme ça, et ils n'arrêtent pas de me parler des ouvertures, des ouvertures, des ouvertures. Certains même me donnent des ouvertures que je n'ai jamais entendues ou que j'ai entendues mais que je ne connais pas. Et après, quand on se retrouve en partie, c'est affolant comment en fait connaître ces ouvertures ne servent pas à grand-chose si on donne une pièce après cinq coups, par exemple. Alors, à ton avis, toujours pour les joueurs en dessous de 1000 Elo de chess.com, quel est d'après toi, qu'est-ce qu'ils surestiment ou sous-estiment en termes de progression dans leur apprentissage? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils surestiment? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils sous-estiment? Tu as déjà parlé de certaines choses. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors pour le côté surestimé, encore une fois, les ouvertures, Ouais, ouais. est quelque chose de sous-estimé, mais ce n'est pas valable que pour les joueurs en dessous de 1000 Elo, hein, c'est vraiment valable pour toutes les catégories de joueurs, les finales. Ah, les finales. Attention, l'apprentissage des finales plutôt élémentaire et des principes généraux des finales. Ok, alors est-ce que tu peux justement nous expliquer en quoi un débutant pourrait, qu'est-ce qu'il devrait connaître avant 1000 Elo en termes de finale? Alors,
Il y a des choses qui sont très utiles, notamment ce que j'ai mentionné tout à l'heure, à savoir la hiérarchie de placement des tours, c'est très utile. Oui. Les maths élémentaires, c'est important de les connaître, ne serait-ce que pour gagner du temps et savoir mater avec roi-dame, avec roi-tour, roi de tour. Connaître l'opposition, c'est utile. Objectivement, c'est très utile et surtout, c'est en lien avec beaucoup de motifs, beaucoup de patterns. Il y a quelque chose que personnellement, j'enseigne à tous mes élèves, peu importe le niveau, c'est la distance de cavalier. Ah, c'est-à-dire. Alors, la distance de cavalier, elle est utile à la fois pour gérer une structure de pion, mais également pour gérer un blocus fait par le roi pour le roi. Mhm. Par exemple, si un roi se place à distance de cavalier d'un autre roi, ça veut dire qu'il peut y avoir une Est-ce que tu peux un opposition peu frontale. expliquer ça? Parce que ça peut paraître un peu complexe pour un débutant, notamment le terme blocus, qui n'est pas forcément très assimilé. Alors, le terme blocus, on pourrait le remplacer par un blocage ou un shouldering, le fait de repousser le roi par un coup d'épaule, Mhm. pour rester un petit peu imagé. Et l'opposition, c'est le fait de placer les deux rois sur le même axe, donc même colonne, même rangée ou même diagonale, avec un nombre de cases impair. Donc là, il faut compter un petit peu. Et pour les joueurs qui ont la flemme de compter, j'en ai connu. Pour les colonnes et les rangées, si les deux rois sont sur des cases de même couleur, il y a opposition. Le simple fait d'avoir une opposition, ça permet de bloquer le roi adverse, de l'empêcher d'avancer. Donc, connaître les maths élémentaires, connaître aussi le principe de l'opposition. Alors, et ce principe de distance de cavalier, est-ce que tu peux un peu plus préciser, c'est quoi exactement? Alors, je vais donner un exemple plus concret. Imaginons un pion blanc en A2 sur sa case de départ. Oui, Il y a un pion noir en B4 qui a franchi la ligne médiane et se trouve donc dans le camp des blancs. Si on regarde bien, les deux pions sont placés à distance de cavalier. Rien que ce repérage nous indique que les deux pions sont dans l'incapacité de bouger. Le premier pion à bouger se fait capturer. Ça ne nécessite aucun calcul. ok. C'est vraiment du repérage pour gagner du temps de réflexion. Et le fait de savoir cette règle-là, c'est quoi? C'est se dire, ah oui, comme c'est à distance de cavalier, je peux pas bouger mon pion parce que sinon, et lui non plus, parce que sinon il serait pris, quoi. C'est ça Par l'idée? exemple. Et donc ça permet, quand on connaît cette règle-là, de réfléchir plus vite en partie. C'est ça, en finale, par exemple. De réfléchir plus vite, exactement, ou du moins de se concentrer sur autre chose. Ou autre chose. Ok, très bien. Car le plus important reste avant tout de rester concentré. Ah, la concentration, justement. C'est quelque chose, c'est un élément que j'aborde beaucoup dans mes coachings et dans mes contenus. Alors pour toi, c'est quoi, d'abord, pourquoi c'est si important la concentration? Et la concentration, elle doit être sur quoi quand on est débutant? Alors, la concentration, pour moi, elle est primordiale parce que c'est avant tout une question de respect. Quand on joue avec quelqu'un. On a envie de faire une belle partie. Je pense que notre partenaire de jeu a aussi envie de faire une belle partie. Le simple fait de rester concentré, c'est d'accorder de l'importance à ce qu'on joue et à ce que joue notre partenaire. Donc, Très en restant intéressant. concentré, on se respecte. Très intéressant d'aborder l'aspect respect dans la concentration. Ok, très chouette. Le fait de rester concentré, bah, ça permet aussi d'éviter les bourdes. On en fait tous, hein, bien entendu. Mais si on reste concentré à minima, on évite les gaffes, les bévues, les grosses bourdes, pertes sèches d'une pièce en un, par exemple. D'accord. Et pour éviter la perte de concentration, je déconseille fortement les belettes et les blitz. Bullet, c'est parti 2-3 minutes ou moins. Blitz, c'est parti quoi? 5 minutes? Alors, les belettes, c'est jusqu'à 2 minutes et un incrément de 1 seconde par coup. Ce sont des parties très rapides. Les blitz vont de 3 minutes à environ un petit peu moins de 10 minutes. Ok. Au-delà, sur Chesscom, c'est considéré comme du rapide. Donc, tu conseilles quoi comme format du coup pour les débutants s'ils veulent progresser? Alors, je conseille de faire du 10 minutes ou du 15 minutes avec un incrément de 10 secondes. L'incrément est utile pour éviter la crise de Zeitnot, donc littéralement crise de temps, et donc éviter de faire des grosses bêtises en finale. Bah, je me retrouve aussi là-dedans, puisque c'est effectivement un élément important de prendre bien son temps pour jouer. Moi, j'ai appris les échecs comme toi avec mon père. Je me souviens qu'on passait, en fait, c'était des dimanches après-midi, on avait une position, il y avait des livres, à l'époque, il n'y avait pas Internet, et puis on essayait de trouver les coups
des maîtres, et alors on réfléchissait des heures sur une position. Par rapport à cet aspect justement du temps, ça crée aussi beaucoup de gens jouent très vite, donc du coup perdent beaucoup, parce qu'ils font beaucoup d'erreurs chez les débutants, et ça crée beaucoup de frustration. Alors, d'après toi, comment est-ce qu'on peut gérer notre frustration aux échecs en sachant qu'en fait, on perd, je ne vais pas dire une partie sur deux, mais comme on joue souvent contre un adversaire de notre niveau, on perd souvent. Hein. Mais ça vaut aussi dans le sport. Hein. Mais comment on fait aux échecs pour gérer sa frustration? Comment toi tu fais éventuellement? Est-ce que tu as des tips à donner? Oui, effectivement, j'ai quelques tips à donner. Alors, dans un premier temps, pour savoir dans quel mood on se situe, je conseille de commencer la session d'entraînement par une partie non classée. Pour savoir justement, est-ce qu'on est plutôt à l'aise, est-ce qu'on est bien, on est en forme, ou au contraire, ah, on a quelques difficultés. Au moins, si on est dans un bon mood, on peut entamer des parties classées, et puis après, advienne que pourra. Si au contraire, on n'est pas dans de bonnes dispositions, on va limiter le nombre de parties, voire même ne faire que des parties amicales. Au moins, ça ne touchera pas au classement. Et ça reste de l'expérience. Tu as beaucoup de joueurs qui en fait n'ont pas énormément, qui ont envie de progresser, mais qui n'ont pas énormément de temps pour ça. Si ils avaient une demi-heure par jour, admettons un joueur qui a 600, 700 Elo, il aimerait atteindre ces fameux 1000 Elo et il n'a qu'une demi-heure par jour. Qu'est-ce qu'il doit faire pendant cette demi-heure par jour, selon toi? Alors, je conseillerais de se chauffer un petit peu avec un, deux, trois exercices tactiques. C'est juste pour se chauffer. Le résultat en lui-même n'a pas beaucoup d'importance. C'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance. Ok, Faire une à deux parties en fonction justement de la durée des parties. Si la partie dure 20 minutes, bah forcément il va être limité dans le temps. Si la partie dure un petit peu moins longtemps, il peut entamer une deuxième partie. Et enfin, pour clôturer la séance, si vraiment il n'a qu'une demi-heure, de revoir sa partie la plus difficile. Peu importe le résultat à la limite on s'en moque. d'accord. La plus difficile, c'est-à-dire là où il a eu le plus de... C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi pour toi? Alors encore une fois, je vais prendre le cas de Chesscom. On a tendance à regarder les statistiques, à voir quel est le pourcentage de précision, à quel elo on a joué. Ne pas s'occuper de ça, on s'en fiche. Plutôt considérer la partie pour laquelle on a eu du mal à trouver une idée, où l'adversaire nous est rentré dedans très rapidement, on a eu du mal à trouver une défense. C'est ça que j'appelle une partie difficile. D'accord. C'est cette partie, à mon avis, qu'il faudrait analyser pour voir justement ce qui a pêché de notre côté comme du côté de l'adversaire. On peut trouver de très bonnes idées. Si tu devais donner maintenant une mission à un joueur débutant pour les 6 prochains mois, donc un joueur qui arrive, Jacques, voilà, j'ai 500-600 Elo, j'ai 6 mois devant moi là, à consacrer aux échecs. Euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Je dirais de ne pas se fixer d'objectifs ou de limites de temps parce que ça crée une frustration mais complètement contre-productive. De D'accord. ne pas tenir compte du classement Elo parce que le classement, il suit la progression. Qu'est-ce que tu veux dire? Je prends le cas d'un élève que j'ai actuellement en cours. Il a beaucoup de difficultés à accepter le fait de ne pas dépasser les 1400. Il est Ok. aussi entre 1290, 1360, il n'arrive pas à passer et ça le frustre. D'accord. Je lui ai dit de ne pas tenir compte du classement Elo de son adversaire, mais juste d'appliquer ce qu'il a appris, d'emmagasiner de l'expérience et de réutiliser son expérience. Le classement Elo ne représente que la force d'un joueur à un instant T. Si le joueur progresse intrinsèquement, le classement va suivre. Le classement n'est juste qu'une donnée, ce n'est qu'un chiffre. Ok, donc l'idée, c'est de plutôt se concentrer sur appliquer ce que j'ai appris, les concepts importants, les règles d'or, etc., sans m'occuper ni de l'adversaire, de son niveau, ni de penser même à mes points et l'eau. Alors, j'ai envie de te dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Comment ça peut se gérer? Alors, ce que je peux conseiller, ça je l'ai fait avec quelques élèves, c'est de faire une partie accompagnée. C'est-à-dire, ils jouent sur Chesscom, mais je suis présent. Ok, Enfin, le coach est présent. Il ne donne pas les coups, mais pendant la partie, il pose des questions. Il aiguille. Tiens, est-ce que tu as vu qu'il y avait une faiblesse sur tel secteur, sans donner la case, bien évidemment. C'est à l'élève de le trouver. d'accord. Mais un accompagnement et
L'idéal, c'est aussi de lui dire, t'as vu le nom de ton adversaire? Non, j'ai pas vu son nom, bah tu regardes pas. Mhm. Si tu ne vois pas le nom, tu vois pas le classement. Si tu vois pas le classement, et ben dans ce cas, tu t'en occupes pas et tu restes concentré sur ta partie. Ça me rappelle aussi ce que j'ai dit à un autre élève, mais ce n'est pas ma phrase, hein, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit. Euh, on ne joue pas une personne, on joue avec les pièces. C'est-à-dire? On ne joue pas un adversaire, on ne joue pas un classement. Mhm. On joue avec les pièces, on joue une position. C'est la D'accord. position qui doit primer, pas le classement, pas l'adversaire. Et encore, je Et n'aime pas la notion d'adversaire. pourquoi ça te dérange de parler de notion d'adversaire? Parce que c'est vrai que ça reste un duel en soi, de personnes, de C'est vrai que positions. ça reste un duel et puis un jeu guerrier par nature. Mais là, c'est le côté pédagogue qui parle. Je considère que le jeu d'échecs est avant tout un jeu de partage et que pour faire une partie, il faut être deux. Personnellement, je n'aime vraiment pas le terme d'adversaire, même si je suis obligé de Hmm. l'utiliser. Mais pour faire une belle partie, il faut être deux. Si il y a une belle combinaison, c'est parce que la combinaison a pu avoir lieu à cause ou grâce à ce qu'a joué notre partenaire. Pour terminer, j'avais envie de poser un peu des questions en mode vrai-faux. D'accord? Et tu dis juste, tu peux rajouter un petit élément si tu as envie. Très bien. Alors, tu vas déjà répondre à celle-là, c'est-à-dire que tu as déjà répondu. Donc, on apprend plus en perdant qu'en gagnant, vrai ou faux? Vrai. Ça, tu l'avais déjà dit. Et tu as déjà expliqué pourquoi. Alors, est-ce que le talent existe aux échecs? Oui. Vrai. Et c'est quoi un joueur talentueux pour toi? Un joueur talentueux, c'est un joueur qui comprend la position, qui comprend les enjeux de la position ou l'interaction entre les pièces, alors qu'il n'a pas nécessairement travaillé. En dessous de 1000 Elo, chess.com, mode rapide, les ouvertures ne servent à rien. Vrai. On peut être fort aux échecs sans être bon en tactique. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai? Oui. Il y a différents styles aux échecs. Tu peux en dire plus? C'est-à-dire un joueur, par exemple, plus positionnel peut être très fort sans forcément être un monstre en tactique? Oui, tout à fait. Il y a il y a le style tactique, le style positionnel, le style universel qui lui est très rare, vu que ça veut dire qu'on est bon partout. Il y a le style attentiste, le style un petit peu agressif, le style stratège où il y a beaucoup plus de manœuvres. Hmm. Euh, En fait, tous les styles sont différents et se valent. Et on peut très bien briller aux échecs indépendamment du niveau, sans être très doué en tactique. Par contre, ça aide de comprendre un petit peu la tactique. Les échecs, c'est avant tout de la mémoire et de l'étude. Vrai et faux. Ça aide à travailler la mémoire. Hmm. Je pense que c'est plutôt le jeu qui aide à travailler la mémoire que la mémoire qui aide à travailler le jeu. Et c'est la mémoire de quoi? La mémoire de schéma tactique, la mémoire de combinaison? Alors là, pour le coup, ça dépend du mode d'apprentissage. Il Hmm. y a l'apprentissage visuel, l'apprentissage auditif, l'apprentissage kinesthésique. Ça dépend de la manière dont on a été formaté pour apprendre. Jouer vite est une mauvaise habitude si on veut progresser. Vrai. Ça, je pense que voilà, tu l'as déjà évoqué. Plus on joue, plus on devient automatiquement meilleur. Vrai. C'est vrai? Oui. Parce Et, que et- plus et- on joue, plus on assimile de l'expérience. Et toute expérience est bonne à prendre. et est-ce que ça veut dire que par exemple un joueur qui jouerait énormément de parties mais sans forcément par exemple les analyser, il va quand même progresser? Oui, à une moindre mesure, mais oui. Il faut bosser régulièrement pour progresser. Qu'est-ce que tu entends par régulièrement? Alors, tout dépend de l'objectif de progression. Mais disons qu'une personne qui veut, replace toujours dans ses débutants qui veulent atteindre 1000 Elo, s'ils se disent je veux atteindre, j'en ai 600-700, je suis bloqué, je veux atteindre 1000 Elo dans 6 mois, est-ce que je dois bosser toutes les semaines, tous les jours? Pas forcément. Ok, donc on va dire régulièrement, environ plusieurs fois par semaine. Vrai. Et plusieurs fois par semaine, c'est combien de temps, tu dirais? À raison d'une heure, d'une session d'une heure ou de 2 heures, 3 fois par semaine. Ok. Je pense que c'est un bon rythme de croisière. Faut pas non plus que ça devienne trop addictif et que Hmm. ça empiète sur la vie privée et vie personnelle. D'après toi, les échecs sont un jeu de logique, mais pas d'intuition. Vrai à 80%.
Il y a un peu d'intuition, il y a un peu de bluff. L'intuition, c'est l'instinct que tu disais tout à l'heure, quelque Oui, part? Alors, les joueurs d'échecs sont forcément intelligents. faux. C'est vrai qu'on a cette idée, hein, ah, les échecs, un milieu particulier, il faut être intelligent, il faut être malin pour jouer aux échecs. Mais en fait, pas forcément. Mais on a tendance à faire un amalgame entre l'intelligence, la logique, et je vais même aller plus loin, et le quotient intellectuel. Ça n'a strictement rien à voir. Et en termes d'intelligence aux échecs, c'est quoi les prédispositions qui peuvent aider des personnes en termes, je veux dire, ouais, de compétences cognitives? Tu vois des choses? Alors là, pour le coup, on sort un petit peu de mon domaine d'expertise. Ok, Du coup, pour éviter de dire des bêtises, je vais plutôt conseiller de se rapprocher de professionnels et de la matière, mais également des échecs. Je d'accord. vais nommer par exemple Olivier Sorel, qui est psychologue, ou Marie Sebag, qui est également psychologue et grand maître international, et qui ont travaillé sur la métacognition. Dernière petite question vrai-faux avant la dernière question de l'interview. Les logiciels d'analyse font régresser les débutants. Vrai-faux. Je dirais 50-50. C'est-à-dire qu'ils apportent quelque chose, mais pas forcément tout le temps. C'est plutôt que c'est un outil de valeur et ce serait dommage de s'en priver, mais parfois l'outil est mal utilisé. La dernière question, c'est simplement pour toi, quelle est la plus belle leçon de vie que les échecs t'ont apprise? Ah, que dire à part que j'aime ce jeu? C'est- ce jeu m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes de différents horizons. Je pense que je n'aurais pas pu découvrir autant de personnes, autant de cultures, autant de points de vue si je n'avais pas joué aux échecs. Est-ce que tu voulais terminer par autre chose? Est-ce que tu avais notamment envie de dire, de parler d'un sujet qu'on n'a pas abordé ou parler éventuellement ben voilà, de tes propres activités à toi, de coach? Bah, très rapidement, pour ne pas empiéter non plus sur le temps de vidéo. Donc pour ma part, je suis entraîneur national et coach à temps plein. Je m'occupe aussi bien de joueurs débutants, faux débutants, que de joueurs faisant de la compétition. J'ai eu des élèves qui ont obtenu de très très bons résultats, résultats ayant pu apporter presque une qualification d'office au championnat de France de leur catégorie ou au championnat d'Europe. Mes trois plus belles réussites en termes de coaching. J'ai eu un élève que j'ai pris en charge, il était 1200 feed. À l'époque, on pouvait être feed à 1200. Hmm. Je l'ai emmené à presque 1900. Il y en a un autre, je l'ai pris en charge, il était 1050 à peu près. Il était à peu près de ce niveau-là aussi sur l'ICHES. Et je l'ai emmené à 1900. Mais je pense que ma plus grande réussite en termes de temps, c'est un élève que j'ai pris en charge, il était non classé. Il était même en dessous de 1000 sur Chesscom. 2 ans après, il est 2200 sur Chesscom. Et si tu prends ces trois expériences-là, est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui a fait que que ces progressions-là si fortes ont pu avoir lieu? C'est quoi les Alors, ingrédients de tout ça? alors là, pour le coup, c'était trois jeunes garçons, des préadolescents, Mhm. motivés par le jeu, vraiment désireux d'apprendre. Et ils avaient tous quelque chose en commun. Là, pour le coup, c'est assez étonnant. Le classement Elo, ils s'en moquaient. Ah, très intéressant. Et qu'est-ce qu'ils recherchaient alors? Faire de belles parties et apprendre. Évidemment, Mhm. ils étaient contents quand ils gagnaient, ils étaient déçus Mhm. quand ils perdaient. Ça serait mentir que d'affirmer le contraire, hein. Mais j'ai perdu, bah tant pis, c'est pas grave. Un tout grand merci et surtout bah, bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt.